Bonjour, bienvenue à Télécœur. Mon nom est Dominique Boily. Aujourd'hui, à l'info, spéciale philosophie. On a un thème heureux. Moi, j'étais très heureuse puis bien contente d'avoir ce thème-là aujourd'hui. Savez-vous quel est notre thème? Le bonheur, la quête du bonheur. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on pourra vous donner la recette du bonheur ici, puis on ne partagera pas ça avec tout le monde, là, juste dans nos 2 MRC de Télécœur. Et on est allé chercher quelqu'un qui peut nous aider dans cette quête-là de bonheur. Monsieur Jacques Sénécal, notre philosophe à nous. Alors, bonjour, Monsieur Sénécal. Bonjour, bonjour. Donc, aujourd'hui, on a parlé de plusieurs thèmes là, depuis le début de notre parcours ensemble. Aujourd'hui, notre thème, c'est le bonheur, la joie. Donc, cette quête-là, est-ce qu'on peut être heureux au quotidien? Puis, c'est quoi la recette pour être heureux? Puis, c'est quoi le bonheur pour vous? Oui. Il y a des recettes, effectivement. Oui. Puis il y a des définitions. Oui. Je vais commencer par une définition qui est pas mal classique. C'est une définition, cependant, qui est négative. Ah. C'est Épicure qui l'a donnée. Oui. Mais négative, mais ça ne veut pas dire que c'est pessimiste, ça. Absence de douleur? C'est ça Absence de douleur. Ben oui, j'ai fait mes devoirs. Moi aussi, ça. je voyais ça. C'est ça. Là, je n'ai pas trop compris. Là. Tu vois, c'est négatif, ça. Oui. C'est une absence. Oui. Absence de douleur, autrement dit, pour Épicure, puis pour les stoïciens aussi, Oui. l'absence de trouble. Ah. Plus précisément, OK. ataraxie. Ils appellent ça en latin. Ça, ce mot-là, je ne connaissais pas. C'est privatif. Oui. Absence de trouble. OK. Quand tu es dans une situation où tu n'as pas de trouble, tu es heureux. Donc, Mais il faut une certaine prendre quiétude. Quand vous parlez pas de trouble, ça veut-tu dire une certaine quiétude? Une certaine quiétude. OK. Puis surtout, prendre conscience de ça. Ah oui. Prendre conscience, c'est-à-dire, je ne souffre pas, je n'ai pas de trouble, je suis heureux. OK. Et je vis le présent au maximum. OK. Mais de manière générale, on est tellement actif, on est tellement bouleversé ou sollicité qu'on ne se donne pas la peine de prendre conscience de cette absence de trouble-là, de cette absence de douleur ou de souffrance, ou cette ataraxie. On ne prend pas conscience. Mais avec l'âge, avec la retraite, avec l'âge, je dirais, avec la distance par rapport à notre propre vie, à notre propre parcours, on se rend compte qu'il est important de prendre conscience de l'absence de douleur, de l'ataraxie, de l'absence de trouble, autant que possible, à chaque jour, et même, je dirais, à chaque heure, à chaque présent, à chaque instant. C'est simple, voyez-vous? Ben c'est oui. simple, le bonheur, c'est juste ça. Puis, moi, je trouve ça, est-ce que c'est optimiste ou pessimiste de dire que c'est une absence de douleur, que c'est une absence de trouble? Je pourrais poser la question, si je dis, par exemple, à quelqu'un, il était vivant il y a 5 minutes. Oui. Est-ce que c'est optimiste ou pessimiste? Bien, c'est triste parce qu'on aurait pu profiter de lui il y a 5 minutes. Oui, mais il était vivant. Oui. Ben, ça peut être optimiste. Ah. Dire, il était vivant il y a 5 minutes. Oui. Bon, ben, c'est un peu la même chose en philosophie. OK. Tu sais, on n'est ni optimiste, ni pessimiste, ou en tout cas, on est entre les deux. Oui. Puis, quand il est question de bonheur, mais il faut voir les deux côtés de la médaille. Absence de trouble, absence de douleur, mais en même temps, prise de conscience de cette absence de douleur-là, c'est-à-dire être à l'affût, être conscient de ce qui se passe, de notre non-souffrance. Parce que dans la souffrance, dans la douleur, dans le trouble, c'est impossible, tu ne peux pas avoir de bonheur. Alors, quand tu n'en as pas de trouble, quand tu n'as pas de souffrance, il s'agit de prendre conscience de ce moment-là. Puis, ce n'est que ça, le bonheur, finalement. Mais là, je vous donne la définition classique. Oui. On y revient souvent. On y revient souvent
C'est pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, on dit souvent, prends le temps de vivre. Oui. Sois présente. Sois présent. Prends conscience de ton présent. Prends conscience de l'instant. Cueille la rose, comme disait Ronsard. Puis profite-en aujourd'hui même. Alors, c'est un peu ça le bonheur. Enfin, c'est ça le bonheur, mais c'est aussi un problème parce qu'on n'a pas le temps. Oui. On ne se donne pas le temps. On est constamment sollicité pour faire autre chose. On est actif. On a des objectifs. On veut performer. On veut s'améliorer dans ci. On veut faire plus d'argent là. On veut se vêtir d'une certaine manière. Bref, le bonheur, il est partout autour de nous. On nous dit, si tu veux être heureux, fais ça. Si tu veux être heureux, fais ça. Dans le fond, pendant ce temps-là, on ne pense pas à l'absence de douleur, à l'absence de trouble dans laquelle on se trouve. Et ce n'est que ça, finalement. C'est pour ça que je trouve que la simplicité volontaire, c'est un peu une image, Est-ce que c'est un l'absence comportement. de douleur? Oui. Simplicité volontaire, ça veut dire que tu satisfais tes désirs naturels, tes désirs nécessaires, et autant que possible, tu ne satisfais pas les désirs qui sont non naturels, non nécessaires, c'est-à-dire, à ce moment-là, tu diminues tes désirs. Puis si tu diminues tes désirs, mais tu deviens plus riche. C'est-à-dire, tu diminues tes désirs, tu as moins de besoins, tu as moins de désirs, tu as moins de besoins. Alors, tu peux prendre plus le temps de ton absence de douleur, de ton présent, de ta santé, de ton absence de trouble. C'est ça le bonheur. Je pose une autre question. Alors là, vous posez des questions. Est-ce que vous croyez, M. Sénécal, que le bonheur, là, c'est inné ou c'est acquis? Parce qu'il me semble qu'il y a des gens, on se dit, il me semble qu'eux autres, ils ont le bonheur facile. C'est une expression qu'on a déjà, Oui. on a déjà discuté. Il y a des gens, il me semble, qui ont le bonheur plus facile que d'autres. Est-ce que c'est des gens qui comprennent l'absence de douleur? Est-ce que c'est des gens qui, génétiquement, sont un peu plus proches du bonheur? Je me pose cette question-là. Est-ce que c'est inné ou acquis, le bonheur? C'est compliqué, ça. Oui? C'est compliqué parce que on ne vit pas seul. On vit dans un milieu. On a une nature, si vous me permettez le mot, Oui. qui s'appelle la nature humaine, qui peut être perfectible, remarquez, mais c'est une nature. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la culture, il y a l'environnement, il y a l'éducation, il y a les parents, il y a les stéréotypes, les préjugés. Il y a beaucoup, beaucoup d'événements, d'éléments qui nous contraignent sans qu'on s'en rende toujours compte. En fait, on vient au monde dans un milieu, puis on reçoit, comme une page blanche, toutes sortes d'indices, toutes sortes d'impacts qui vont nous faire, qui vont nous mouler Oui. en quelque sorte. Alors, c'est pour ça que c'est difficile de répondre à votre question. Est-ce que c'est inné ou c'est acquis? Ça dépend. Ça dépend, justement, de... Moi, je ne peux pas imaginer l'être humain, la personne humaine, l'individu, sans contexte. C'est-à-dire sans environnement, sans culture, sans... Appelez ça comme vous voulez. Très systémique, là. On fait partie d'un ensemble. Un ensemble. On est une partie On est de une cet partie ensemble. d'un tout. Oui. Puis ce tout-là a de l'influence sur nous. Et nous sommes aujourd'hui, au 21e siècle, particulièrement imprégnés de cet environnement. De cet environnement qui nous demande, qui exige de nous un type de comportement. Un type de comportement qui, paraît-il, nous mène au bonheur. Mais ne nous mène pas nécessairement au bonheur. Mais qui mène au bonheur de ceux qui font de la propagande, qui mène au bonheur de ceux qui font du marketing, qui mène au bonheur de ceux qui vendent quelque chose. Puis encore là, est-ce un bonheur véritablement? Bref, on vit dans ce monde-là.
Et c'est pourquoi on ne peut pas affirmer est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis. Moi, je dirais personnellement qu'il y a effectivement des gens qui sont plus doués pour le bonheur, mais à la condition qu'il y ait eu une enfance, que ces gens-là, que ces personnes-là aient eu une enfance sans trouble, une enfance sereine, une enfance amoureuse, une belle enfance. Avec de l'amitié. Avec de l'amitié, avec de l'amour. Des modèles qui incarnent Avec des beaux modèles. le bonheur. Pas trop de confrontations. Sans qu'on soit au centre de ces confrontations-là. Sans trop grands conflits. Sans trop grands conflits. Tiraillements. C'est ça. Donc, ça veut donc dire que ceux qui sont doués pour le bonheur, dans le fond, sont doués pour le bonheur à cause d'un environnement. Oui. T'sais? Alors, on n'est pas tous nés dans le même environnement. C'est pour ça que être doué pour le bonheur, est-ce que le bonheur est acquis ou inné? On ne peut pas répondre. On ne peut pas répondre non. à ça. C'est une fausse question. OK. Intéressant, ça. Ouais. Est-ce que, lorsque vous avez écrit, puis je vous présente le nouveau livre de M. Sénécal, vous avez d'ailleurs, j'allais dire, un chapitre sur sur le bonheur, mais je vais vous lire le chapitre. Le bonheur est inespéré, alors à quoi bon espérer? Je trouve ça intéressant, mais c'est peut-être pas si positif que ça. Alors, je l'ai lu quand même, ce thème-là, et j'ai fait référence, de toute façon, lorsqu'on parle de philosophie, mais on fait référence au mot espoir et espérance. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Oui, évidemment, dans le monde, dans la civilisation dans laquelle on se trouve actuellement, 20e siècle, 21e siècle, c'est un monde où l'espoir a un aspect très positif. Tu sais, je pense à Obama, par exemple, qui a écrit un livre sur l'espoir, la force de l'espoir, ou encore son slogan en 2008 plutôt, son slogan 2008, nous pouvons, yes, we can. Nous pouvons, il y avait de l'espoir là-dedans. Puis l'espoir est considéré depuis longtemps, mais surtout au 20e siècle, surtout dans les moments où ça va mal. On espère. Okay. On aspire à quelque chose de mieux. On aspire à quelque chose de mieux. Oui. On espère. Mais quand on est bien, on n'espère pas. Je vais prendre le mot d'Yvon Deschamps. Oui. Le mot d'Yvon Deschamps, c'est pas Yvon Deschamps, Richard Desjardins. Oui. Le bonheur, c'est d'avoir super hâte à rien. J'adore ça. Le bonheur, c'est d'avoir super hâte à rien. C'est ça. Je trouve ça intéressant. Oui. Alors, Richard Desjardins dit ça dans une de ses chansons. Donc, c'est de vivre ce qu'on a à vivre présentement. Exactement. Autrement dit, il ne faut pas espérer. Puis, presque tous les grands philosophes ont eu l'espoir négatif. C'est-à-dire, pour eux, l'espérance et l'espoir, c'est un sentiment qui n'a pas sa place pour les personnes. Si tu veux avoir la joie, si tu veux avoir le bonheur... Il ne faut pas que tu espères. Ben non. Parce que quand tu espères, c'est parce que tu n'es pas bien, là. Il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Ou encore, parce que tu ne sais pas quelque chose. Ah. Par exemple, j'espère que mon frère qui s'est fait opérer, ça s'est bien passé. Je suis dans l'ignorance. On espère quand on ignore. Okay. Ou on peut espérer aussi quand on manque de pouvoir. Par exemple, est-ce qu'il va faire beau demain? J'espère qu'il va faire beau. Tu n'as pas de pouvoir là-dessus. On n'a pas de pouvoir là-dessus. Alors, tu espères dans 3 cas. Quand tu ignores, quand tu n'as pas de pouvoir, puis quand tu es en manque. Alors, comment veux-tu être heureux avec l'espoir quand c'est basé sur le manque, l'ignorance et l'impuissance? OK. Alors, il ne faut pas espérer. Alors, le bonheur, il est inespéré. Là, c'est important ce que vous nous donnez comme information, là. J'avais un exemple. Quand je rencontrais mon conseiller financier, moi, je réfléchis à ma retraite à un moment donné et j'avais l'espoir que mes placements fructifient. Mm-hmm. Mais j'aurais pas dû penser ça. Parce que ça peut peut-être faire référence, justement, à... Parce que quand il y a de l'espoir, ça veut dire que tu crains. Oui. Tu as peur.
tu es impuissant, il te manque quelque chose. Ah, l'impuissance, assurément. Si on fait des placements, Ah. on ne sait pas si ça va faire On du sait pas. 3, du 4, du 5, du 6, 7 On ne sait pas. Si on ne le sait pas, Puis, c'est évidemment, très volatile. moi, je pense que le bonheur, c'est d'avoir du pouvoir sur soi, sur les choses, autant que possible, autour de soi. C'est d'être le moins ignorant possible, d'en savoir le plus possible. Oui. Le savoir. Oui. Le savoir apporte du bonheur, le pouvoir apporte du bonheur. Puis, la satisfaction apporte du bonheur. Est-ce qu'on peut Mais dire là, la liberté? quand on est dans des conditions complètement inverses, insatisfaction, manque, Oui. ignorance et impuissance, on ne peut pas être heureux. Puis quand on n'est pas libre en plus. Bien, c'est ça. La liberté, ça, c'est un autre problème. Oui. Ça, c'est un autre problème. Parce que c'est un autre problème. Un autre problème, parce que ça va avec le bonheur, dans Oui. le fond. Bien, je posais la question. Oui. Je pensais à la question. Est-ce que avoir du bonheur puis être dans un état de grâce, par exemple, c'est aussi être libre? Oui, c'est être libre. Mais la liberté, c'est pas toujours ce qu'on pense que c'est. OK? Parce que bien souvent, on est poussé à faire quelque chose sans qu'on s'en rende compte. Il ne faut pas oublier que Freud nous a apporté quand même une bonne dimension de l'être humain quand il parle de l'inconscient. Conscient. Ben oui, notre ami Freud. C'est ça. Il y a bien des choses qui se passent dans notre inconscient. Ouais. Puis on se fait aussi beaucoup d'histoires sur soi-même sans considérer qu'il y a beaucoup de forces inconscientes qui nous poussent à avoir telle idée. Ou telles idées. Parce qu'il peut y avoir plusieurs idées qui nous viennent justement d'un refoulement ou d'une pression inconsciente. Alors, on se sent parfois libre, mais dans le fond, on est souvent contraint. Alors, il y a autour de nous, je reviens encore à la culture, nous ne sommes pas qu'une nature humaine, mais nous vivons dans un environnement très complexe. Bien souvent, cet environnement-là nous apporte, pas bien souvent, toujours des contraintes. Se libérer, c'est se libérer. Être libre, dans le fond, c'est se libérer de ces contraintes-là. Être libre, c'est se libérer. C'est se libérer de l'image qu'on se fait de soi. C'est se libérer des images qu'on voudrait, qu'on souhaiterait qu'on ait de soi-même. Autrement dit, être libre, c'est une libération. Et ça, c'est difficile. Mais c'est pas facile, à Ben non, ça, c'est difficile. Mais on règle le problème vite, de manière générale. On est libre. On est dans un pays libre. On est dans la plus grande démocratie du monde. J'entends ça Ouais. depuis que Trump est... La plus grande démocratie du monde. Ouais. Tu sais, où tu peux mettre des milliards pour gagner des élections. C'est très démocratique, hein? Très démocratique. Oh là, vous défaites Non, mes standards, mais je comprends très bien ce que vous amenez. Vous voyez Oui. comment est-ce qu'on se sent libre, Oui. démocrate, alors que c'est pas le cas. Non. C'est pas le cas du tout. On se fait des histoires, on fabule. Les êtres humains c'est une espèce, c'est pas moi qui le dis, c'est Nancy Houston qui écrivait ça. Je pense que c'est le titre d'un de ses livres. L'espèce humaine est une espèce fabulatrice. Oui. On se raconte des histoires. Pensez-vous qu'on se crée nos propres bonheurs puis qu'on pense qu'on est heureux? Ben oui. Oui. Ben oui. On fabule. Oui. On fabule beaucoup. Parce que ça nous réconforte. Ça nous réconforte. Ouais. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, on vit dans un monde ordinaire. On vit dans un monde ludique. Ça nous fait plaisir de rire. Rire, juste rire. C'est le bonheur. C'est la vie. Puis c'est vrai, dans un sens, que c'est pas désagréable de vivre un monde ordinaire. Tu sais, tu vas t'acheter ce qu'il faut pour te nourrir correctement. Tu es bien logé. Tu es capable de faire face aux intempéries. J'ai le goût d'écouter le football ce soir puis de manger des nachos, mettons. C'est ça mon petit bonheur de ça. ce soir. Ça se peut? Ça se peut, ben oui, ça se peut. Mais est-ce que je suis fabulatrice, alors? Non, tu n'es pas fabulatrice. Tu vis un bonheur ordinaire. OK. Tu vis un bonheur ordinaire. Mais je vais être dans le moment présent. Mais là, j'espère ça. Oui, tu espères ça. Et là, tu n'es plus dans le bonheur. Non, Non. c'est ça. Quand tu espères, tu n'es plus dans le bonheur. OK. Quand tu espères, il faut se mettre ça dans la tête. Il y a même une phrase de
Oh, je vais vous le dire ici, oui, je l'ai, là. Vous l'avez, là, Oui, oui, sûrement, oui, oui, là. oui, tout à fait. Ça vient d'un grand livre de l'Inde, là. Alors, je vais vous le dire, seul le désespéré est heureux, Oui. car l'espoir est la plus grande torture qui soit et le désespoir le plus grand bonheur. C'est ça. Ben, Mais j'ai plein de questions Ben en lien oui. avec ça. Alors, dans cette perspective-là, ça veut dire que l'itinérant, par exemple, ou quelqu'un qui a tout flambé, qui n'a plus un sou, est plus heureux, donc atteint davantage le bonheur que moi puis mes nachos ce soir. ça dépend. Je vous laisse répondre à ça. Là, mais monsieur. ça dépend. Ça dépend. Je suis presque sûr que 95 des itinérants sont malheureux parce qu'ils espèrent avoir leur drogue, ils espèrent manger, Oui. ils espèrent survivre. Oui. Alors, ils ne sont pas dans le bonheur. Là. Je ne vois pas pourquoi vous parlez d'itinérants. Mais vous faites référence ici à lorsqu'il ne nous reste plus rien. Donc, l'espoir, la plus grande torture qui soit, le plus grand bonheur. Donc, seul le désespéré est heureux. Oui, attendez un petit peu. Là. C'est intéressant. Mais vous pouvez ne pas être d'accord avec oui, moi. mais justement, le mot désespoir, ici, pas dire fait itinérance. problème. Il fait problème. Moi, je préférerais un mot qui n'existe pas en français, mais qui pourrait exister, qui s'appellerait l'inespoir. Ah, On dit inespéré, pourquoi pas l'inespoir? Ah. Alors, quand on parle du désespoir ici, du désespéré, c'est celui qui n'espère pas. ouais. Autrement dit, c'est un gai désespoir. OK. C'est plus de l'inespoir que du désespoir, selon moi. Alors, c'est pourquoi il faut souvent, c'est entendu que ce texte-là, si je l'ai placé, c'est parce que je savais qu'il était provoquant. Ben oui, puis on peut l'analyser de différentes façons. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous présenter d'autres textes. Ça se peut qu'on l'analyse exactement. Il est provoquant. Parce que le désespoir, pour nous, ce n'est pas gai. Oui. Alors qu'ici, je parle d'un gai désespoir, c'est plutôt une inespoir. Donc, le contraire de... Oui. D'accord. Vous avez justement exprimé que espérer, c'est le contraire du bonheur. C'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Donc, en philosophie, l'espérance, c'est suspect. Oui. C'est suspect parce que... C'est suspect pour tout ce que je viens de vous dire. Oui. C'est parce que l'espérance est basée sur le manque, l'ignorance et l'impuissance. Oui. Alors que le bonheur, c'est le contraire. C'est le savoir, c'est le pouvoir, c'est la satisfaction. Mm-hmm. Alors, c'est pour ça que c'est suspect. Puis chez tous les philosophes, c'est suspect, l'espoir et l'espérance. C'est une vertu de théologien. Oui. C'est une vertu c'est un qualificatif ou une vertu de personnes qui croient, de croyants, qui croient à un bonheur plus grand que celui qu'on a sur la terre. Alors, l'espérance a du sens à ce moment-là. J'espère avoir mon ciel, avoir mon paradis au bout de ma vie. L'espérance dans les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, mais l'espérance, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire j'espère avoir une vie meilleure après ma mort. Alors, est-ce qu'on était... Puis, il y a la foi. Oui. La foi, c'est de croire justement en Dieu, puis d'espérer en lui. Foi et espérance, c'est deux vertus qui vont ensemble. Mm-hmm. Puis la charité, c'est différent. La charité, c'est l'amour. Oui. Alors, quand on va aller au ciel, mettons, oui. On aurait pu espérer. Parce qu'on va avoir atteint. On va avoir atteint. Oui. On aurait pu en croire. Oui. Il va être là. Alors, on va être heureux. Il va rester juste à aimer. Oui. Alors, pourquoi pas le faire tout de suite? Alors, pensez-vous que lorsqu'on pense comme ça, on est plus proche du bonheur? Est-ce que les civilisations avec de la théologie, par exemple, ou avec je ne veux pas dire nécessairement des sectes, mais lorsqu'on croit davantage à un certain Dieu, on est plus proche du bonheur. Non. Mais on espère tellement. Non, mais moi, je trouve personnellement que c'est le contraire. Si tu crois et si tu espères à une vie meilleure,
c'est parce que ta vie actuelle, c'est une vie détestable, c'est une vie méprisable, c'est une vie dont il faut sortir, c'est une vie de mal-être et de malaise. Alors, moi, je ne suis pas croyant, puis je suis content de ne pas l'être croyant, parce que je peux mettre en pratique l'amour sans espoir et sans fouet. Juste l'amour. Comme au ciel. Et sans exigence. Au ciel, on va faire que ça, l'amour. Ouais. On n'espère plus. Ouais. Alors pourquoi pas vivre ce paradis-là actuellement? Ici, maintenant. C'est ça le bonheur pour moi. Alors, je vous cite encore une fois parce que, comme je vous dis, j'ai lu votre livre. Vous expliquez que l'espérance implique donc une impuissance. Oui. Un lâcher-prise. Non? Une impuissance parce qu'on sait, on n'a pas de pouvoir. Okay. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure. J'espère qu'il va faire beau. Oui. Mais j'ai pas de pouvoir. J'ai pas de pouvoir. OK. Alors, c'est ça l'impuissance. Dans cette perspective. J'espère quand je suis dans une situation d'impuissance ou d'ignorance ou d'insatisfaction. Alors, c'est 3 conditions de malheur. OK. Ben, en tout cas, on n'a pas de recette du bonheur, Non, mais non. on comprend qu'on a une recette pour le malheur. Oui, il faut pas espérer, Ouais. il faut pas être ignorant, puis il faut pas être impuissant. OK. Mais là, c'est pas facile, ça, au quotidien. Non, c'est pas facile au quotidien. Quand même. Mais c'est... On est en confrontation avec ça Oui, oui. à travers tout ce qu'on Oui, a oui, du exact, quotidien. exact. On ouvre la télé, on rencontre des Exact, gens, exact. on consomme, on surconsomme. Oui, mais n'empêche que ce que je vous dis, pour moi, en tout cas, c'est le bonheur. Puis la vie devient fascinante à cause de ça. La vie devient fascinante parce que je cherche, non pas je cherche, mais je prends conscience de ma satisfaction. J'essaie d'en savoir le plus possible, de savoir, puis j'essaie d'avoir un certain pouvoir sur ce qui est possible, sur ce qui m'entoure. Quand je dis pouvoir ici, je ne veux pas dire domination, Non. là. C'est pas ça. De l'impact, avoir de l'impact. Oui, oui. Avoir j'ai pas de pouvoir sur la météo, l'exemple que vous donniez tout à l'heure, mais j'ai de l'impact sur, par exemple, ce que je pourrais potentiellement cuisiner, Ouais, manger. c'est ça, exactement. Parce que je vais faire des actions C'est pour ça. atteindre C'est ça. C'est ça. mon Alors, c'est pas question de domination là, quand je parle de pouvoir. Je comprends. Alors, si vous faites référence aussi au savoir, Oui. je vous pose la question, est-ce que les gens plus âgés sont plus proches du bonheur? Peut-être que oui. Moi, en tout cas, j'ai tendance à dire oui à ça. Pourquoi donc? Pourquoi donc? Parce qu'ils se rendent compte, sans doute à cause, j'allais dire à cause de la sagesse, mais dans le fond, c'est peut-être à cause de leur expérience. Oui. C'est plutôt à cause de l'expérience. Ils se rendent compte que leur savoir est limité, mais leur savoir est important. Et ils se rendent compte que leur pouvoir est limité, mais leur pouvoir est important. Puis ils se rendent compte que les satisfactions sont peut-être pas énormes, mais elles sont là. Alors, dans le fond, ils sont plus proches du bonheur. Ils sont même heureux si ces 3 conditions-là s'appliquent. L'expérience, c'est difficilement transmissible. Ça ne se transmet pas, en fait, ça se vit. Mais c'est un atout pour tout un chacun d'avoir de l'expérience, c'est-à-dire de se rendre compte, au bout d'un certain nombre d'années, que le savoir que j'ai, c'est ça. C'est peut-être limité, mais au moins, je sais ça. Moi, je pense à mes ancêtres, par exemple, à mon père, puis à ma mère, puis à mes oncles, qui en savaient peu, qui ne sont pas allés dans les grandes écoles, mais qui étaient contents de ce qu'ils pouvaient savoir, puis qu'ils pouvaient transmettre. Puis ils étaient contents aussi de leur pouvoir, même si ce n'étaient pas des premiers ministres, c'était des gens qui avaient du monde ordinaire. Mais ils étaient conscients de leur pouvoir et de leur satisfaction. C'était des personnes heureuses. Moi, je pense que c'était des personnes heureuses. Parce qu'ils étaient aussi modestes dans le pouvoir qu'ils Oui, pouvaient avoir, oui. puis dans le savoir, parce qu'on peut avoir plusieurs et beaucoup de savoir, M. Sénécal, Oui. et le saupoudrer en disant « Mon Dieu, ça a bien ton bon sens, je sais plein de Ah, choses. » Et
Et ultimement, utiliser ce pouvoir-là, parce que je sais plein de choses, pour rabaisser les gens. Ah oui, c'est détestable. Oui. C'est dé- On a peut-être des gens qui nous viennent en tête. c'est très détestable, l'étalage Oui. du savoir. J'aime pas ça du tout. Oui. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui en savent peu, mais qui sont contents de leur savoir, qui respectent le savoir qu'ils ont. Mais l'individu ou la personne qui en sait beaucoup puis qui veut en savoir plus, elle espère. Oui. Il ne faut pas oublier ça, là. Ben oui. Nous sommes toujours dans le manque, dans l'insatisfaction. Le bonheur, c'est le contraire de l'insatisfaction. C'est l'absence de trouble. Mais Moi, dans ma vie, personnellement, Oui. je me dis souvent, j'ai pas de trouble. Puis j'en veux Je pas. veux pas avoir de trouble. Puis vous avez probablement le choix de vous entourer de gens qui vous amènent pas de trouble aussi. C'est ça. Mais ça ne m'empêche pas de discuter, ça ne m'empêche pas d'échanger, même de confronter. Oui. Mais pour moi, c'est pas des troubles, c'est humain. C'est des échanges humains. C'est du savoir, là. à ce C'est du moment-là. savoir. Parce qu'on va C'est- aller chercher du savoir c'est ça. à travers des gens. Puis, tant qu'on se respecte, tant qu'on respecte la liberté de l'expression de l'autre, moi, je suis pour toutes les confrontations. C'est pas du trouble. C'est de la confrontation, c'est du débat. C'est pas se battre, c'est débattre. Oui. C'est pas pareil. Puis, j'aime pas la violence, j'aime pas le trouble, Oui. mais j'aime bien débattre. Alors, on peut penser que vous êtes proche du bonheur, là, vous, au quotidien. Moi, je En pense tout cas, que oui. Vous êtes, Je pense que oui. vous êtes plus proche parce que Oui, vous, oui. vous y avez réfléchi. Je suis un homme heureux. Oui. Oui, oui. Je suis un homme heureux, puis je vieillis bien. Oui. Je vieillis bien. Puis, ce qui est le plus super, c'est que je vieillis avec une personne avec qui je voulais vieillir. Oui, en plus, vous avez choisi Oui. votre amoureuse. Oui. Oui. La personne que j'aime, dès les premiers jours que je l'ai rencontrée, je me suis dit, entre autres, cette personne-là, j'aimerais ça qu'elle vive longtemps avec moi, j'aimerais ça vieillir avec elle. C'est vrai. J'aimerais ça qu'elle vieillisse avec moi, qu'on vieillisse ensemble. Puis vieillir ensemble, c'est une belle expérience humaine. Oui. Oui. C'est de l'espoir. Ou... là, je vous taquine, là. Non, oui, vous me oui. taquinez, certain. C'est pas de- Avec amour, vous le savez. C'est pas de l'espoir, c'est de la réalité. Oui, hein. C'est de la réalité. Parce que vous avez du pouvoir sur ça. Oui, Oui. oui. C'est-à-dire que le pouvoir que j'ai, c'est d'échanger avec elle. Oui. C'est ma meilleure interlocutrice. Oui, hein. Puis, je suis un homme heureux justement parce que j'ai de la satisfaction, j'ai du savoir, je suis content, je respecte mon savoir, Ouais. puis je peux communiquer, j'ai du pouvoir sans être dominant. Oui. J'aime aussi beaucoup échanger avec mes enfants, mes petits-enfants. C'est de l'échange, c'est encore une forme de pouvoir. Tout à fait. Alors, on va chercher du savoir. Oui. On est conscient. Le niveau de conscience. Ça, c'est très important. Mais ça, là, c'est... C'est très important, puis un truc, moi, que je donnerais à tout le monde. Oui. À tous C'est- nos téléspectateurs, téléspectatrices, Oui. entre autres, on est chanceux. Là. Oui, On un vous truc écoute que pour je les donnerais à trucs. tout le monde parce qu'on a parlé de prise de conscience. Oui. Il faut prendre conscience. Mais un truc pour prendre conscience, c'est d'écrire. Ah oui. C'est d'écrire. On ne peut pas faire autrement que de prendre une distance par rapport à soi, puis prendre conscience de sa vie intérieure. Puis d'être quand on conscient écrit. des mots qu'on Oui, qu'on oui. écrit. Oui. Oui, on cherche les mots, on choisit les mots, on a une liberté de choix dans nos mots. Je pense que c'est une bonne manière d'être conscient de son bonheur. L'écriture. L'écriture, oui. Le fait d'incarner. Puis ben, je fais un lien, là, j'avais d'autres choses en tête, mais on y reviendra. Oui. Par rapport à ça, en faisant mes recherches pour travailler sur le thème du bonheur, bien, il y a des gens, il y a des auteurs connus que Oui. nous, on a connus, qui ont écrit des belles chansons sur le bonheur. Oui, des Bon, belles le chansons. premier que j'ai, 1948, notre beau Félix à nous, l'île d'Orléans. Mm-hmm. Le petit bonheur. Oui. Dans le petit bonheur, justement,
c'est fragile. Oui. C'est fragile. Il peut partir. Oui, exact. Là, je ne chanterai pas, inquiétez-vous pas, ne changez pas de poste, mais j'aimerais quand même ça nous lire un petit bout du petit bonheur. J'ai bien pensé mourir de chagrin et d'ennui. J'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit. Il me restait l'oubli, il me restait le mépris. Enfin que je me suis dit, il me reste la vie. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines puis mes guenilles, donc tout mon bagage, et je bats la semelle dans des pays de malheureux. Aujourd'hui, quand je vois une fontaine ou une fille, je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Il y a plein de choses à analyser ici. Ah, ben oui, ben oui. Mais... Ah oui, c'est sûr que... Alors, la conscience des émotions, le chagrin, l'ennui. Là, il y avait quelque chose de désagréable. Bien, j'espérais à quelque chose, encore une fois. On parle du mépris, qui n'est pas nécessairement très, très heureux. Mais il me reste la vie. Oui. Puis, dans cette chanson-là, qui est une très belle chanson de Félix Leclerc, on voit tout de suite le poète, le grand poète, c'est qu'il n'y a pas d'espoir. Et il veut plus espérer. Ah non. Il veut plus espérer. Il veut vivre le moment présent. Vivre le moment présent. Ben oui. Donc, parce qu'il a eu le bonheur, puis il l'a perdu, puis s'il l'espère, il va être encore bien plus malheureux. Oui. Alors, c'est pour ça qu'il fait un détour, puis il se ferme les yeux. Oui. Puis il vit le moment présent. Oui. En disant, je vais aller dans mes souvenirs, dans mes savoirs. Oui, pas dans... j'ai pas le pouvoir pour le reste. Je n'irai pas dans l'espérance. Intéressant. J'y vais avec Michel Rivard, qui est un autre de nos beaux poètes. Oui, tout à fait. 1998. Puis Maudit 88? Bonheur. 98. Ah oui? Oui, quand même. Michel Rivard. Donc, mais c'est Maudit Bonheur. Ah, mettons des chansons. Moi, j'en connais un autre sur le bonheur qui date des années 80, mais en tout cas... Bon, je vous le lis parce que je ne vous le chanterai pas non plus, là, mais tiens, v'là le bonheur, où c'est que t'étais? Maudit sans cœur, où tu te cachais? Donc, on veut aller chercher ça. Là. J'ai manqué de veine, tu t'es poussé, là, tu te ramènes le bout du nez. Moi, j'entends des blessures ici. On continue. Tiens, v'là le bonheur, pourquoi tu me colles? En quel honneur? T'as pas de parole. Maudit menteur, insiste pas, je pourrais te suivre encore une fois. Là, il y a une dichotomie en disant, je veux avoir du bonheur, j'en veux pas, ça m'a fait mal, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a quelque chose de ben émotif là-dedans. Là. Je termine avec, j'ai eu de la peine, maudit bonheur, t'as eu ma peau, dans un creux de vague, l'amour zigzague, l'âme divague, le cœur prend l'eau. T'as eu la chienne, j'ai eu de la peine. Maudit bonheur, t'as eu ma peau. Ouais. Je vous laisse vous exprimer là-dessus. De Michel Rivard, il y en a une autre sur le bonheur aussi qui est très bonne. Oui. Mais on voit, dans celle-là particulièrement, on voit que, c'est comme ça que je l'interprète, que le bonheur dont il est question, c'est pas le bonheur des piqûres. Non, hein? Non. C'est le bonheur de la publicité. Ah oui. Moi, je l'interprète comme ça. Intéressant, oui. C'est le bonheur de la publicité. C'est le bonheur qui fait mal. C'est le bonheur qui... Le bonheur qu'on m'a dit que j'allais avoir parce qu'à travers la publicité puis ce que j'allais consommer, on m'a comme dit que je pouvais atteindre ce bonheur-là. Oui. Je me suis fait avoir. Oui. Je me suis fait avoir. Puis on se fait avoir. La publicité, c'est faite pour ça. Puis on se fait-tu avoir aussi dans nos relations interpersonnelles avec les gens? Vous avez nommé tout à l'heure votre désir d'être en couple avec la personne que vous avez choisie jusqu'à la fin de votre vie. Est-ce qu'on peut aussi accéder au bonheur ou au malheur à travers une relation amoureuse? Moi, je pense en tout cas que je suis un optimiste. Je pense que avec l'amour, avec les rapports avec les autres, je ne parlerai pas d'amour, je préfère parler d'amitié plutôt que d'amour. Je pense que l'amitié, pour moi, c'est peut-être la particularité qu'on a, nous, les êtres humains, à développer d'une manière constante. Parce que l'amitié, c'est le partage. L'amitié, c'est le contact, c'est le débat, c'est l'échange.
En fait, plus précisément, l'amitié puis la philosophie, ça va ensemble. Oui. Oui. Parce que communication... Personnellement, moi, la philosophie, ça fait depuis longtemps que je l'enseigne, puis c'est ça qui m'a attiré, d'abord et avant tout, c'est l'amitié avec les arts, avec les sciences, avec les autres, avec les anciens, avec le futur. C'est une ouverture. Oui. Une ouverture. D'ailleurs, l'esprit, qu'est-ce que c'est? L'esprit, c'est une ouverture. Puis l'amitié, c'est une ouverture. Pour moi, l'amitié, la philosophie, l'esprit ou la vie spirituelle, ça va ensemble. Tout ça est interrelié. Tout ça est interrelié. Puis, pour ça, je mets l'amour un peu de côté, parce que l'amour, c'est plus particulier, c'est plus exclusif. On n'aime pas... On n'aime pas tout le monde. On n'aime pas tout le monde. Puis, soit dit en passant, moi, je trouve qu'on abuse trop du mot amour. On abuse trop. Personnellement, avant de dire à ma première femme « je t'aime oui. », j'ai pensé au moins 2 ans. Ah? Tu sais, puis avant de dire à Daniel que je l'aime, oui. j'y ai réfléchi longtemps. Mais j'ai réfléchi longtemps, je le sentais, je sais que c'était de l'amour. Mais pour lui dire « je t'aime », il faut y réfléchir. Oui. Puis aujourd'hui, t'aimes n'importe qui. Ah, oui. Le pont de Québec manque d'amour. L'amour, c'est galvaudé. C'est galvaudé. Oui. C'est galvaudé. C'est pour ça que je préfère parler d'amitié. Parce que l'amour, c'est puissant, l'amour. C'est puissant, mais en même temps, ça ne veut plus rien dire. T'sais, autant on parle d'empathie aujourd'hui, oui. autant on en a moins. T'sais, on dirait qu'on utilise les mots pour compenser l'absence. La carence. La carence. On parle d'amour, mais finalement, on pense à soi seulement. Oui. On parle d'empathie, puis finalement, on ne s'ouvre pas aux autres. On se fout des autres. Moi, je pense que l'amitié, la philosophie, le partage, la vie intérieure, l'esprit, ce sont là des choses liées, puis ça fait partie du bonheur de la vie. Donc, d'être plus proche de tout ça oui. pour être justement oui. plus proche d'un certain bonheur. Oui. Mais la prise de conscience, on l'a nommé tout à l'heure, ça aussi, c'est pas incarné, c'est pas facile non. pour tout le monde. Non. Alors, c'est plus facile dans ce que vous exprimiez si on a eu des bons modèles, des bonnes oui. bases, des assises. Oui, puis si on prend le temps aussi d'examiner notre expérience. Oui. Comme je le disais tout à l'heure, les personnes plus âgées examinent davantage leur parcours, puis se rendent compte qu'ils ont des pouvoirs, ils ont des savoirs, ils ont des satisfactions, puis ils s'en tiennent à ça, puis c'est peut-être une bonne recette de bonheur. Ça. Alors, je reviens à mon itinérante, peu importe, là, du début. Là. Je pourrais être quelqu'un qui a vécu dans la rue pendant plusieurs années, avec des bases pas trop solides, parce que, pour diverses raisons, j'ai fait des mauvais choix, en tout cas des choix qui m'ont amené à être beaucoup plus en perte. J'ai accès au bonheur, moi aussi, si je décide d'avoir du pouvoir sur ma vie, de modifier mes comportements. Ça va probablement être plus difficile que d'autres personnes qui ont des bases un peu plus solides, mais on peut penser que même si j'ai des bases un peu moins solides, je peux avoir un accès au bonheur. Pourquoi vous dites ça? Base solide, base un peu moins solide. Bien, quand je parle de base, je parle des gens qui ont eu des vies plus faciles, okay. Donc des parents plus présents, oui, disponibles dans cette partie. C'est ça que je fais référence. Autrement dit, Alors, si j'ai eu des bases un peu moins solides ouais. et que j'ai fait des mauvais choix, que j'ai vécu dans la rue pendant plusieurs années, mais je décide de me prendre en main. Okay? Donc, je vais aller chercher une quête de savoir. Je vais essayer de voir comment je peux m'aider. Essayer d'avoir du pouvoir sur ma vie, donc me trouver un logement, me trouver un emploi et accéder, moi aussi, au bonheur. Parce que même les gens qui ont très peu de choses peuvent accéder aussi au bonheur. Absolument. Puis le bonheur qui n'est pas futile. Non, non. Moi, je connais... Vous connaissez certainement Serge Mongeau, qui est un peu le fondateur de la simplicité volontaire au Québec. Il vit dans un logement, il a une bicyclette, il a une blonde. C'est un homme heureux. Oui, exact. Alors, pour lui, c'est ça son bonheur. Donc, il incarne au quotidien. Ben oui, chaque jour. Oui.
À chaque jour, il a ce qu'il faut. Il y a un logement. Oui. Il peut se déplacer avec sa bicyclette. Puis là, je ne sais pas, il a 85 ans maintenant. Quand même? 88. Ah oui! 88, Et il a probablement un cercle d'amis, oui. là. Oui, C'est oui, ce oui. que je comprends. Oui, autrement dit, sans parler d'itinérance, l'itinérance, aujourd'hui, c'est un problème. Oui. C'est un problème social, c'est un problème de civilisation même. Il y en a partout. Oui, oui. Mais je reviens à la simplicité volontaire et au bonheur. Finalement, on revient à ce qu'on a dit au début, c'est une absence de trouble. Une ataraxie, une absence de trouble. Prendre conscience de cette absence de trouble-là. Autrement dit, plus tu espères, plus tu te mets dans le trouble. Bien, ça, je trouve que c'est une très, très bonne recette. Là, j'ai envie de revenir à votre livre encore une fois parce qu'il nous confronte à plein d'égards. Ici, vous précisez que, donc, or, désirer sans jouir, n'est-ce pas le contraire du bonheur? N'est-ce pas la tristesse même? C'est ce que vous dites ici. Donc, préférer, bref, pourquoi espérer? Nous sommes nombreux à désirer ce que la publicité nous offre. Vous en avez parlé tout à l'heure. Et elle nous propose toujours ce qu'on n'a pas. Alors, on espère, on manque, puis on attend. Désirer sans jouir, n'est-ce pas le contraire du bonheur? N'est-ce pas la tristesse même? C'est ça. Vous avez raison. Ou l'auteur a raison. Bien, c'est vous, l'auteur. C'est la tristesse même, c'est-à-dire répétez donc, désirer ce qu'on manque. Or, désirer sans jouir, jouir. N'est-ce pas le contraire du bonheur? Désirer sans jouir, c'est-tu triste, ça? On désire quelque chose, on n'en jouit pas. On ne pourra pas être satisfait de... Fait que, c'est pour ça que le marketing, la publicité, c'est vicieux. Oui. Parce que il crée des désirs. Puis, on ne peut pas les satisfaire tout le temps. C'est triste. C'est de la tristesse, ça. C'est pas pour rien que les gens sont un peu, de manière générale, à cause de l'omniprésence de la publicité, les gens sont un peu désespérés, un peu en détresse. Ils sont tristes parce qu'ils n'ont pas ce qu'on leur dit d'avoir. Ils n'ont pas, puis ils ne peuvent pas l'avoir, parce que ça coûte trop cher, ou les prix sont trop élevés, ou bref... je ne ferai pas une description de notre civilisation, là, mais il reste que la tristesse, c'est de jouir, c'est de désirer sans jouir. Pensons-y bien, là. Tu désires quelque chose, puis tu n'en jouis pas. C'est triste. Alors, le bonheur, c'est de désirer, puis satisfaire ce désir-là. Même s'il faut que les désirs soient rapetissés, même s'il faut avoir le moins de désirs possible, s'ils sont satisfaits, c'est le bonheur. Là, j'avais une question un peu particulière. Là. Quand tu parles de jouissance, là, je pensais à une jouissance sexuelle, mettons. Oui. OK? Donc, la pornographie qu'on peut consommer éventuellement, c'est-à-dire ce qui peut nous créer des fantasmes, mais ce n'est pas avec ces gens-là qu'on va éventuellement pouvoir échanger nos fluides, par exemple. Donc, ça ne nous rend pas nécessairement heureux, tout ça. Ben non, au contraire, c'est encore une tristesse, c'est encore un C'est encore un paquet de troubles. Encore un paquet de Est-ce que la pornographie est un paquet de troubles? Non, mais c'est On vrai. va venir Tu avec désires sans jouir, là. C'est pour ça que... Mais en même temps, il y a une fascination. Oui. En même temps, il y a une fascination parce que ça va directement toucher à nos organes de dopamine. Puis ça développe la dopamine dans notre cerveau. Puis c'est un petit bonheur, ça. Un petit bonheur cérébral. Oui. Tu sais, ce petit bonheur cérébral-là, il fait du bien. Puis on pense que c'est ça le bonheur. Alors que c'est juste un... C'est éphémère. Une substance. Substitution. Ce n'est qu'un bonheur chimique. Oui. Pas plus que ça, là. Parce que vous l'aviez déjà dit, la sexualité, c'est pas une obligation. Non, c'est pas... Dans un couple ou dans un... C'est naturel, mais c'est pas nécessaire. Ouais. Mais moi, personnellement, j'ai considéré la sexualité comme étant une jouissance de la vie, comme la gastronomie, comme la peinture, comme l'art, comme
l'érotisme en général, c'est une fantaisie humaine extraordinaire. Oui. Là. Ça fait partie de la culture, ça fait partie de la civilisation. L'érotisme, la gastronomie, les arts en général, ce n'est pas nécessaire. C'est naturel, mais ce n'est pas nécessaire. Ce qui est naturel, c'est de manger, mais de bien manger, c'est pas nécessaire. Ainsi de suite. Est-ce que vous pensez, M. Sénécal, qu'en région, par exemple, on a le bonheur plus facile que dans les villes? Ah oui. Pourquoi? Il dit, ben oui, sans aucun doute. Ah, ouais. Parce qu'on incarne plus, on est plus proche de la terre, parce Oui. qu'on est plus proche des Oui. gens, parce qu'on communique plus. Hein? Oui, exactement. Ouais. Parce que On forme un tout. en région, c'est plus facile d'être heureux parce que les amitiés sont plus simples, Ouais. les rapports avec les humains sont plus simples. Alors qu'en ville, dans une grande ville, c'est l'anonymat. Ouais. C'est des troubles même avec les voisins. Ouais. Ça peut être ça, ça peut être des troubles. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'en région, il n'y en a pas. Non, mais il y en a plus en ville. Ouais. Il y a plus de possibilités. Il y en a en région, bien entendu, mais personnellement, je réponds oui tout de suite à votre question. Oui. Est-ce que vous pensez que les femmes sont plus proches du bonheur que les hommes? Faites attention à votre réponse. Je vous taquine. Non. Mais est-ce que vous pensez que ce qu'incarnent les femmes, puis là, encore là, je suis dans la nuance, mais peut-être des femmes plus proches de leurs émotions, est-ce que quand on est plus proche de nos émotions, puis je ne veux pas généraliser du tout, puis qu'en plus, on vient d'une région, est-ce qu'on est plus proche du bonheur, vous croyez, que les hommes? Moi, je pense qu'il y a eu des changements là-dessus. Oui? Oui. Les femmes ont eu la vie difficile dans le passé. Je pense à Georges Sand, par exemple, qui devait prendre un nom d'homme pour écrire. Il y a plein d'autres exemples. Mais Jeannette Bertrand prenait le nom de son mari lorsqu'elle écrivait ses Oui. comme aussi. Il Oui, ne faut pas oublier qu'on Mais il y a eu des femmes dans le passé, quand même, qui étaient elles-mêmes, qui étaient femmes. Je pense à Christine de Pisan, au Moyen Âge, c'était son nom. Remarquez que c'était pas son nom. C'est le nom de son mari. Ah, oui. Mais elle s'est fait connaître sous ce nom-là, puis c'est une personne, c'est une grande autrice. Mais les femmes l'ont eu beaucoup plus difficile que les hommes, moi je pense. Heureusement que ça a changé, heureusement qu'il y a eu un renversement important, très important au 20e siècle, mais c'était quand même un changement qui était provoqué par plusieurs siècles de revendications de la part des femmes. Mais on les a toujours tenues à distance, on en avait peur. Les hommes, les mâles, avaient peur des femmes. Pourquoi? Parce que les femmes représentaient la vie, représentaient ce que eux n'avaient pas. Les femmes avaient un pouvoir que les mâles n'avaient pas. On craignait ces femmes-là. Puis c'est toute l'histoire du patriarcat. C'est basé sur la crainte, sur la peur. Et heureusement, on l'a pas entièrement, mais beaucoup évacué cette peur-là. On est maintenant capable de vivre, en tout cas personnellement, il y a beaucoup d'hommes qui sont capables de vivre en égalité avec les femmes. Puis heureusement, il y a des pays où les femmes sont majoritaires même dans leur Assemblée nationale. Je pense à la Norvège. Puis, soit dit en passant, il n'y a pas de parité, là. Puis je ne suis pas pour la parité, moi. Je suis pour, même s'il y a une majorité de femmes, je suis d'accord avec ça. Il n'est pas question de faire égal avec des quotas. Non. Laissons la liberté à ceux et à celles qui peuvent, pourquoi pas, faire le travail adéquatement. Ouais. Il nous reste quelques minutes. Alors, on est rendu à notre conclusion sur le bonheur. Il y avait aussi, je veux juste en parler brièvement, je ne sais pas si vous connaissez Christophe Maé, qui est un Français, ça vient de 2016. Là. C'est probablement une chanson que nos téléspectateurs connaissent. Il est où le bonheur? Il est où? Donc, on est en recherche, en quête. On a compris que
pour être proche du bonheur, dans un état intéressant, puis connaître le bonheur, il faut éviter d'espérer. Ça a été mentionné. Donc, l'absence de douleur de notre fameuse épicure. Être capable de vivre le présent, le moment présent. Oui, c'est ça. On avait nommé que... Être conscient de cette absence de trouble. Nos savoirs. Nos savoirs. Savoir. Respecter le savoir qu'on a. Exact. Le pouvoir qu'on a. Le pouvoir. La puissance qu'on a. Ouais. Puis la satisfaction qu'on a. Puis, soit dit en passant, je connais pas cette... Je connais cette chanson de l'avoir entendue, Oui. bien entendu. Mais je remarque une chose, quand on parle du bonheur, c'est très populaire Oui. comme question, c'est qu'on cherche le bonheur parce qu'on ne revient pas À l'essentiel. à l'essentiel. Oui. Puis aussi, autre chose que je rajoute, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je rajoute aussi, c'est qu'on croit beaucoup. Quand je dis qu'on croit, je ne suis pas nécessairement en Dieu, mais on est crédule. Oui. On croit en toutes sortes de choses. Ça, c'est pas la bonne recette pour le bonheur. Il faut s'en tenir à ce qu'on sait, à ce que la raison humaine est capable de supporter. Moi, j'ai des difficultés avec la fabulation. Je trouve, on peut toujours s'aventurer dans des romans puis dans des chimères pour le plaisir, mais vivre constamment dans la fabulation, c'est pas une recette de bonheur. Alors, on termine ici, M. Sénécal. Merci encore une fois. Et chers téléspectateurs, téléspectatrices, moi, j'ai envie de dire que ma recette du bonheur, c'est ce livre-ci de M. Sénécal, où on y retrouve assurément beaucoup de savoir, de réflexion, de confrontation. Mais je pense que c'est un peu ça aussi, le bonheur. Merci d'avoir été avec nous. Au plaisir et à bientôt.